Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire quelques rappels concernant les vecteurs et les composantes des vecteurs dans un repère. Alors, on va commencer par la trigonométrie. Donc, si on a un triangle ABC qui est rectangle en A, dont on connaît l'angle BAC, que j'ai noté petit a, alors on rappelle que AB c'est l'hypoténuse, que AC est le côté adjacent et que BC est appelé côté opposé. Dans ce cas-là, le cosinus de l'angle A, par définition, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC divisé par AB. Et le sinus de l'angle A, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc BC, divisé par AB. Donc ça, c'était juste des rappels. Maintenant, à partir de ces égalités qu'on vient de trouver, on peut en déduire AC en fonction de AB, donc à partir de la première égalité, ce qui va nous donner AC égale AB fois cosinus A. Et de même, à partir de la deuxième égalité, on va trouver que BC est égal à AB fois sinus A. Donc ça, c'était juste des petits rappels sur la trigonométrie. Maintenant, voyons voir ce qu'il en est des vecteurs et de la relation de Chasles. Donc si on prend un vecteur quelconque, qu'on a appelé AB, ici je place un point C, je fais apparaître le vecteur AC, ainsi que le vecteur CB. Un vecteur, ça nous définit un point de départ et un point d'arrivée, et un chemin. Donc le vecteur AB, c'est le vecteur qui part du point A, qui arrive au point B en allant tout droit. Pour aller de A jusqu'à B, on peut prendre le chemin AB, mais on peut prendre aussi le chemin AC plus CB. Et c'est ce que nous dit la relation de Chasles, que le vecteur AB est égal au vecteur AC plus le vecteur CB. Après, on n'est pas obligé d'en prendre que deux, on n'est pas obligé de faire un angle droit avec les deux vecteurs qu'on prend. Un exemple quelconque, ce serait celui-là. On part dans une direction n'importe laquelle vers un point C, ensuite on va vers un autre point D, un point E, et on arrive au point B. Au final, ce qu'on peut dire ici, c'est que la somme de tous ces vecteurs colorés, AC plus CD plus DE plus EB, est égale à AB. Encore une fois, ça c'est le principe de la relation de Chasles aussi. Maintenant, passons aux vecteurs dans un repère. Donc là, on est avec un repère orthonormé, et sur chacun des axes, on a ce qu'on appelle des vecteurs unitaires. Donc pour l'axe OY, le vecteur unitaire, c'est le vecteur J, et pour l'axe OZ, le vecteur unitaire, c'est le vecteur A. Je rappelle juste que un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la norme est égale à 1, d'où le nom unitaire. Dans ce repère-là, orthonormé, on prend un vecteur quelconque, le vecteur F, qui est en rouge, et on connaît l'angle qu'il fait avec l'axe horizontal. Cet angle, on l'a appelé petit a. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est connaître la composante suivant les axes. Donc ce qu'on voudrait, c'est connaître la composante du vecteur F suivant l'axe OY. Pour ça, on fait la chose suivante. On va tracer un pointillé en direction de l'axe, donc perpendiculairement à l'axe OY, et ce vecteur-là, qu'on va appeler FY, c'est la composante du vecteur F suivant l'axe OY. On fait la même chose suivant l'axe OZ, donc on trace un pointillé en direction de l'axe OZ et de manière perpendiculaire à l'axe OZ, ce qui nous permet de tracer le vecteur FZ, qui est la composante suivant OZ du vecteur F. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que FZ, on peut le déplacer et le mettre ici, ce qui est plus pratique tout simplement pour remarquer la relation de Chasles qu'on va déduire à partir de ce schéma. Maintenant, on voit apparaître clairement la situation qu'on a vue dans le rappel précédent sur la relation de Chasles, qui est que ici, le vecteur F, il est égal à FY plus FZ. Donc, dans un repère orthonormé, tout vecteur est égal à la somme de ses composantes suivant OY et suivant OZ. Ici, on va remarquer que FY, il est sur l'axe OY, par définition, donc il est parallèle au vecteur J, le vecteur unitaire J en blanc. Et donc, FY, on va pouvoir l'écrire FY fois le vecteur J. Alors ce que j'ai appelé FY ici sans la flèche dessus, c'est la norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur FY. Donc le vecteur FY est égal à la longueur FY, c'est-à-dire la norme du vecteur FY, fois le vecteur J. Et on fait la même chose avec le vecteur FZ, ce qui va nous donner norme du vecteur FZ, qu'on écrit FZ sans la flèche, fois le vecteur K, puisque FZ est suivant l'axe OZ. En quoi cette notation est intéressante? Tout simplement parce que
quand on a un repère orthonormé, on va utiliser les coordonnées dans ce repère pour caractériser des points ou des vecteurs. Ici, pour caractériser le vecteur f, on va donner ses coordonnées dans le repère orthonormé O, Y, Z. Et en fait, ce qu'on appelle les coordonnées d'un vecteur, ce sont tout simplement ses composantes suivant l'axe OY et suivant l'axe OX, qu'on va noter à ces deux endroits-là que j'ai indiqués par les flèches. Et donc d'après ce qu'on a écrit juste au-dessus, la composante de f suivant l'axe OY, c'est la norme FY, et la coordonnée suivant l'axe OZ de f, c'est FZ. Donc ça c'est un point important qui va nous servir pour la suite. Alors, maintenant ce qui va être important pour nous pour la suite, c'est d'essayer d'exprimer FY en fonction de la norme de f et FZ en fonction de la norme de f. Pour ça, on va utiliser ce qu'on a vu au début de la vidéo sur les rappels trigonométriques. Donc là, les trois vecteurs forment, on le voit de manière assez simple, un triangle rectangle ici. Donc on fait apparaître un triangle pour que ce soit un peu plus visible. Et on va considérer que les extrémités sont les points A, B et C. À partir de là, on reprend les égalités qu'on a vues au début de la vidéo, c'est-à-dire que cosinus de A, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse, donc AC sur AB. Et dans ce cas-là, AC, c'est la norme du vecteur FY, donc FY sans la flèche, et AB, c'est la norme du vecteur F, qu'on note F sans la flèche au-dessus. Même logique pour sinus A. Sinus A, c'est côté opposé sur hypoténuse, donc BC divisé par AB. BC, on le voit, c'est FZ, et AB, encore une fois, c'est F. Donc grâce à ça, on a trouvé les relations cosinus A égale FY sur F et sinus A égale FZ sur F. On va pouvoir à partir de là trouver l'expression de FY qui apparaît dans l'expression de cosinus A. On en déduit que c'est cosinus A fois F. On en déduit également l'expression de FZ. De la même façon, on va trouver sinus A fois F. Donc cette relation qu'on vient de trouver, c'est une relation qui est vraie quel que soit le vecteur dans un repère orthonormé et quel que soit l'angle A. Maintenant on va voir des cas particuliers, donc les situations où un vecteur est horizontal ou vertical. Alors voyons le premier cas où un vecteur est horizontal. On a un vecteur F qui est horizontal, donc parallèle à l'axe OY, que j'ai dessiné sur l'axe OY mais c'était pas obligatoire. Ici, ce qu'on veut, c'est connaître ces deux composantes, c'est-à-dire suivant l'axe Y et suivant l'axe OZ. Alors, ce qu'on remarque, c'est que suivant l'axe Y, la composante, elle est exactement identique au vecteur F. Parce que si on veut tracer le pointillé qu'on avait fait tout à l'heure, la pointe de la flèche est déjà sur l'axe OY, donc il n'y a pas de modification du vecteur. Ce qui nous donne FY qui est exactement égal à F. Et maintenant, si on veut exprimer ça en fonction du vecteur unitaire J de l'axe Y, ça va nous donner F, c'est-à-dire la norme du vecteur F fois le vecteur J. Qu'en est-il de la composante suivant OZ? La composante suivant OZ, ce qu'on remarque ici, c'est qu'elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun déplacement vertical. Le vecteur F ne permet qu'un déplacement horizontal. Ce qui signifie que Fz est égal au vecteur nul. Et si on exprime ça en fonction du vecteur unitaire k, ça va nous donner 0 fois le vecteur k. Ici, l'angle A, il est égal à 0. Ce qui fait qu'on va pouvoir remplacer A par 0. Et cosinus 0, c'est égal à 1. Et sinus 0, c'est égal à 0. Ce qui nous permet de trouver 1 fois f pour fy et 0 fois f pour fz. Conclusion, on retombe sur ce qu'on a vu juste au-dessus là, de manière géométrique, mais là on le voit à partir des formules qu'on a trouvées précédemment et on trouve la même chose. Voyons voir ce qui se passe maintenant si on a toujours un vecteur horizontal mais qui est dans le sens opposé. Alors ce qu'on remarque ici, c'est que f est dirigé vers la gauche, fy est toujours identique à f, donc on va pouvoir écrire
fy égale f, mais cette fois-ci, ce qu'on constate, c'est que le vecteur f est opposé au vecteur j, ce qui signifie qu'il va falloir introduire un signe négatif. F, c'est la norme du vecteur, donc c'est une valeur qui est toujours positive, et pour faire en sorte que le vecteur f soit opposé au vecteur j, il faut introduire le signe moins. Pour le vecteur fz, cette fois-ci, enfin c'est comme tout à l'heure, c'est égal au vecteur nul, donc 0 fois k. Avec la formule d'en dessous, on remplace l'angle a par sa valeur, et ici, pour que le vecteur f soit dirigé vers la gauche, il faut que l'angle soit égal à 180 degrés. Cosinus 180 degrés, ça fait moins 1, et sinus 180 degrés, ça fait 0. Voyons voir ce qui se passe à présent avec un vecteur vertical. Alors j'ai pas changé le titre, j'ai dû oublier, mais là on va bien voir un vecteur vertical, le vecteur f qui est dirigé vers le haut. Même logique que tout à l'heure. On veut cette fois-ci, alors on va commencer par le plus évident, la composante suivant l'axe OZ. Suivant l'axe OZ, on voit que fz est exactement égal à f. Donc c'est la même chose que tout à l'heure lorsqu'on avait un vecteur horizontal, sauf que là, c'est suivant l'axe OZ que l'égalité se fait. Donc on a fz égale à f, qui est égal à f fois k, f norme du vecteur f. Par contre, suivant y, on n'a aucun déplacement horizontal, ce qui veut dire que fy est égal au vecteur nul, soit 0 fois le vecteur j. Si on applique la valeur de l'angle à la formule qu'on a dans l'encadré, l'angle A ici il est égal à 90 degrés, ce qui va nous donner cosinus 90 et sinus 90. Or, cosinus 90 est égal à 0 et sinus 90 est égal à 1, ce qui nous permet d'obtenir les mêmes résultats que ce qu'on vient de voir de manière purement géométrique. Enfin, dernier cas, si on a un vecteur vertical, mais cette fois-ci dirigé vers le bas, alors de manière assez logique, on va trouver que fy est toujours égal à 0, au vecteur nul. Par contre, fz, comme il est dans le sens opposé au vecteur unitaire k, eh ben on va devoir introduire un signe moins, comme tout à l'heure lorsqu'on avait les vecteurs horizontaux, ce qui va nous permettre d'obtenir composante suivant OY qui est égale à 0 et suivant OZ qui est égal à moins f.